Bienvenue tout le monde, je m'appelle Léa, je suis la directrice de l'échange de connaissances à Hébergement Femmes Canada. Je suis l'animatrice pour aujourd'hui et toute la série de webinaires. J'ai hâte pour cette discussion. C'est vraiment une bonne série de discussions. Alors, je veux d'abord préciser que je joins à vous depuis les territoires traditionnels non cédés des peuples Anishinaabe algonquin. Et je veux aussi reconnaître que je suis un colon sur ces territoires et c'est ma responsabilité de continuer à m'informer sur les conséquences historiques et actuelles du colonialisme et de soutenir le travail de réconciliation et décolonisation. Je vais juste faire comme un peu comment ça fonctionne ici. Je vous encourage à dire bonjour dans le clavardage. Vous pouvez dire d'où vous êtes situé. On peut partager plus d'informations. Alors, on a encore une fois l'interprétation pour notre webinaire. Aujourd'hui, on va voir des présentations en français et en anglais. Alors, s'il vous plaît, descendez en bas de votre écran et vous pouvez choisir anglais ou français. Ça va être une présentation bilingue. Et peut-être vous voyez en ce moment que vous n'avez pas votre caméra, vous ne pouvez pas allumer votre microphone. Nous, c'est ça, juste pour assurer que, il n'y a pas d'interruption et que tout le monde peut bien entendre parce qu'on a plus que 80 personnes ici. Par contre, on veut votre participation, vos questions, etc. Alors, s'il vous plaît, utilisez le chat, le boîte de clavardage ou le boîte de questions-réponses. Si vous avez des commentaires tout au long de la présentation, vous pouvez envoyer aussi, si vous avez des craintes ou des enjeux techniques, vous pouvez envoyer des messages. Aussi, si vous avez des questions pour nos personnes présentatrices, il y a à côté du chat ou clavardage, vous pouvez écrire dans la boîte de questions et réponses. Alors, c'est mieux d'envoyer vos questions là et non pas dans le chat. Alors, on a hâte pour commencer cette conversation. Aussi, cette webinaire va être enregistré aujourd'hui et on va le partager, l'enregistrement, avec ceux et celles qui sont ici avec nous et les autres qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui. Cette webinaire, c'est le premier dans une série de 3 webinaires. Tout ça, c'est basé sur nos communautés de pratique et pour essayer de travailler dans un esprit de réduction de méfaits et réduire les barrières d'accès à nos services. Alors, c'est plusieurs maisons d'hébergement à travers le pays sont rejoints ensemble pour partager des idées, euh, des différents types de pratiques promettant, partager les discussions, les questionnements sur la réduction de méfaits. C'est quoi tous les différents défis? C'est quoi les éléments pour le mettre en pratique? Alors maintenant, dans ces webinaires, on va partager les apprentissages, les réflexions avec vous ici. Alors aujourd'hui, notre premier webinaire, on va vraiment parler de ces pratiques promettantes qui sont sorties de nos discussions de communauté de pratique, ce qui a fonctionné dans les maisons de transition et les hébergements. Alors, c'est vraiment, ça va nous aider à voir c'est quoi les actions concrètes qui peuvent être mises en place. Prochain webinaire, la semaine prochaine, va parler des les enjeux critiques, comment répondre aux surdoses, et puis la dernière va parler de comment on garde la sécurité pour les femmes et les familles, les personnes dans nos centres. Alors, aujourd'hui, nous avons 4 organismes et panélistes. On a Joséanne qui vient de l'Auberge Madeleine au Québec et qui fera parler de son approche globale sur la formation. On a Tracy et Melissa qui viennent de Agape House à Manitoba pour parler de comment vous pouvez former votre CA pour la réduction de méfaits. Et Tiffany, c'est Family Transition Place Ontario, va parler de l'adoption d'un modèle axé sur le comportement et l'autorisation de la consommation des substances sur place. Et finalement, Manon, qui vient de Centre Louise Amiel au Québec, va parler de comment une création d'une salle d'accueil sécuritaire et une simplification de processus d'administration. Alors, à la fin de toutes les présentations, on va
est capable de répondre à vos questions. Alors, s'il vous plaît, prenez en note vos questions dans la boîte de questions de réponse. Alors, ça, c'est tout ce que j'ai à dire, mais on aimerait savoir un peu sur vous ici dans la salle. Alors, on a un sondage devant nous. On veut savoir d'où vous êtes situé, où vous êtes dans le pays, est-ce que vous êtes dans une zone urbaine ou rurale? Et c'est quoi, est-ce que vous connaissez bien l'approche de réduction de méfaits? Est-ce que vous le connaissez bien? C'est plus nouveau pour vous? Alors, si vraiment ça va aider nos personnes présentatrices à mieux comprendre c'est quoi le public, comment vous adresser. Je vais vous laisser quelques instants pour répondre à ce sondage. Et oui, je pense que beaucoup de personnes ont répondu au sondage. Ça, c'est les résultats partagés. Alors, on a vu une représentation un peu à travers le pays, beaucoup de personnes d'Ontario, mais on a aussi dans l'ouest, l'est, le nord aussi. Et ça semble 50-50 le monde qui vient d'une zone urbaine versus rurale. Alors, ça, c'est intéressant. Et ça semble que les personnes connaissent un peu. C'est 60% la réduction de méfaits et presque 40 connaît bien. Alors, on a beaucoup de place à partager nos apprentissages et nos connaissances ici. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Joséanne pour commencer. And you are on mute. Si vous pouvez ouvrir votre micro, merci. Oui, excusez. Bonjour tout le monde. Ça fait un peu bizarre de parler et de voir personne. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la formation euh, en toxicomanie que j'ai montée. Dans le fond, moi, je suis coordonnatrice à l'Auberge Madeleine. L'Auberge Madeleine, c'est un hébergement pour les femmes sans domicile fixe. On n'a pas d'enfants, donc 18 ans et plus les femmes. On existe depuis 40 ans. C'est un hébergement court terme, donc 24/7, 26 chambres individuelles. On a environ 300 séjours par année. C'est des séjours de 6 semaines et on se veut dans une approche vraiment de haut seuil d'inclusion, de réduction des méfaits, une approche féministe. On a des intervenantes qui font du suivi auprès des femmes en fonction de leurs besoins. On fait aussi de l'accompagnement vers le système de santé. On a des activités, on fait du suivi même post-hébergement. On a un taux d'occupation de plus de 100%, puis on a environ de 6 à 7 000 refus par année. Donc, on manque vraiment d'hébergement pour femmes au Québec. Nous, on se situe à Montréal. Donc, voilà, dans le cadre de l'Auberge Madeleine, moi, mon rôle en tant que coordonnatrice, c'est vraiment la formation continue des intervenantes afin d'être sûr que quand on accueille les femmes, elles ont toutes en leur possession pour être capables d'accompagner ces femmes-là dans le mieux possible. Et donc, souvent, une des lacunes dans la formation, c'est la formation en dépendance, en toxico, parce que on recrute beaucoup d'intervenantes avec des backgrounds en intervention, éducation spécialisée, travailleur social, sexo. Euh, donc, souvent, le sujet de la dépendance n'a pas été nécessairement abordé durant les études. Et pourtant, on a quand même plus de la moitié des femmes qu'on accueille qui consomment. Nous, quand je vous dis qu'on fait du haut seuil d'inclusion, de la réduction des méfaits, les femmes peuvent être dans l'hébergement en état d'intoxication. Elles ont le droit d'avoir des substances, toutes sortes de substances dans leur chambre. Elles ont un garde-robe qui se barre à clé où elles peuvent ranger leurs substances. Et donc, ça fait en sorte qu'on a quand même des femmes avec une consommation quotidienne. Donc, il faut être capable d'intervenir
de façon optimale, si on peut le dire, auprès de ces femmes-là. Et donc, j'ai monté une formation maison que je vais vous présenter. Ça, c'est la version française de la version anglaise, donc on passe très vite. Donc, voilà, les différents thèmes que j'aborde durant cette formation-là, c'est ce que je vais vous présenter, ainsi que les impacts sur l'équipe d'intervention suite à cette formation. Donc, les termes abordés en premier, c'est la classification des drogues. Donc, il y a 3 grandes classifications, les dépresseurs, les perturbateurs, ainsi que les stimulants. Moi, je dis toujours que quand tu comprends ces 3 grandes catégories-là, tu comprends quand même l'ensemble des drogues parce qu'en fonction de ce que la femme va consommer, si tu es capable de classifier qu'est-ce qu'elle consomme dans la bonne catégorie. Après, au niveau des impacts de la consommation, c'est quand même assez un dépresseur, l'alcool, un benzo, un opioïde va avoir le même effet sur le corps à différents niveaux. Donc, il va ralentir le système de la personne. Donc, quand tu comprends ça, tu es capable de bien voir les effets chez l'autre en fonction de ce qu'il consomme. Après, on regarde aussi les types de consommation parce que il y a plusieurs façons de consommer, par injection, par inhalation, oralement ou en sniffant. Donc, en fonction de ces types de consommation-là, l'affect de l'individu va varier. Donc, on regarde ça. Et donc, on regarde aussi la loi de l'effet qui est, dans le fond, l'individu, en fonction du contexte et en fonction de la substance, ça va donner un effet. C'est vraiment une loi qui est quand même assez évidente à appliquer dans le sens que chaque individu, dans un contexte donné, en fonction de ce qu'il va consommer, va avoir un effet. C'est pour ça que même si on consomme parfois la même quantité d'alcool d'une journée à l'autre, c'est pas le même contexte, donc on n'a pas le même effet. Donc, c'est important d'avoir quand même dans notre arrière-pensée cette loi-là. Puis après, une grosse partie de la formation est basée sur la réduction des méfaits, puisque c'est l'approche qu'on préconise à l'auberge et qu'il y a énormément de services qui découlent de la réduction des méfaits. Donc, si on veut être capable de bien comprendre et d'intervenir avec les valeurs qui appartiennent à la réduction des méfaits, euh, on définit ces valeurs-là et la définition. Puis on regarde aussi les types de services qui existent à Montréal en réduction des méfaits pour qu'on puisse être capable d'orienter ensuite les femmes qu'on reçoit vers les services appropriés en fonction de où la femme est rendue dans son cheminement. Parce que pour nous, l'objectif n'est pas nécessairement que la femme arrête de consommer. C'est vraiment la femme qui va elle-même nommer son objectif. Puis si c'est de consommer de façon quotidienne tout en étant capable de réduire les impacts négatifs dans sa vie, ben il n'y aura pas de problème. On va regarder comment est-ce qu'on peut mettre des actions en place. Puis après, on va regarder ensuite les surdoses. Donc, à quoi ressemble une surdose quand quelqu'un consomme un dépresseur? Donc, les surdoses aux opioïdes et d'où la naloxone. On va faire vraiment un exercice pratique sur comment on administre de la naloxone parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'administrer la naloxone, puis je sais pas, parce que nous, au Québec, c'est dans des petites fioles vraiment pas user-friendly. Donc, on se pratique parce que le jour où ça va arriver, on va être moins déconcerté par le fait que c'est vraiment pas facile de tirer de la naloxone dans une seringue. Donc, voilà. On regarde aussi à quoi ressemble une surdose aux stimulants pour qu'on soit capable de reconnaître les signes précurseurs
et de pouvoir intervenir en conséquence. On regarde aussi comment on fait une injection sécuritaire. Donc, ça aussi, c'est un exercice pratique. Les intervenantes aiment quand même ça, pouvoir jouer avec le matériel parce qu'on a du matériel sur place, mais pour moi, c'est important que les intervenantes sachent à quoi le matériel sert et comment s'en servir parce qu'on va le voir dans les impacts plus tard. Quand on donne du matériel, c'est vraiment un levier d'intervention. C'est un moment où on peut communiquer avec la personne. C'est pas juste donner une seringue. Et si on n'est pas à l'aise avec le matériel, des fois, on va passer à côté de ce levier-là parce que on sait pas trop quoi dire, on sait pas comment ouvrir la conversation. Donc, c'est vraiment de rendre confortable les intervenantes autour du matériel de consommation. Puis après, on va regarder aussi des petites théories au niveau de la prévention de la rechute. Donc, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce que les personnes peuvent mettre en place pour prévenir la rechute, mais aussi parler du fait que la rechute fait partie du processus, essayer de dédramatiser, déculpabiliser tout cette charge émotive autour du mot rechute. Donc, on prend un moment sur ce thème-là. Et on prend aussi un moment au niveau des stades de changement, quand on parle de pré-contemplation, contemplation, préparation, action et maintien, parce que c'est vraiment en étant capable d'identifier la personne, elle est dans quel stade du changement, qu'on va savoir comment orienter notre intervention. Parce que si quelqu'un est dans un stade de pré-contemplation, donc pour cette personne-là, la consommation n'est pas du tout un enjeu, on va pas se mettre à faire des interventions où on lui dit « Ah, mais tu pourrais réduire ta consommation ». On parlera pas le même langage, puis nos interventions vont tomber un peu dans le beurre. Donc, c'est vraiment important d'identifier la personne, elle est dans quel stade du changement pour qu'on puisse essayer d'amener cette personne-là au stade suivant. Puis on regarde comment est-ce qu'on fait ça durant cette formation-là. C'est une formation environ de 3 heures, dépendamment de si j'ai un public qui aime beaucoup discuter et renchérir ou non. C'est quand même aussi une formation que les intervenantes aiment beaucoup parce que c'est des choses qu'elles n'ont pas vues durant leur cursus scolaire. Donc, elles aiment beaucoup pouvoir participer et poser toutes leurs questions. À cet effet, justement, les impacts de la formation sur les intervenantes, mais aussi ça a un impact sur les services que les femmes reçoivent parce que les intervenantes en premier ont plus confiance en elles quand il va s'agir de parler de consommation. Donc, on ne va pas nécessairement éviter le sujet quand la femme va dire qu'elle consomme, l'intervenante ne va pas avoir peur de dire « Ah oui, qu'est-ce que tu consommes? Parle-moi en plus. » On vient aussi se familiariser avec le matériel dans les exercices pratiques, ce qui aide à pouvoir, je le disais tantôt, ouvrir le dialogue auprès des femmes sur est-ce que tu changes tes seringues, est-ce que tu utilises un garrot, est-ce que tu réduis tes doses, consomme pas seul. Ça nous permet justement de véhiculer des messages de prévention. On a des tests de fentanyl. Est-ce que tu voudrais aussi des tests de fentanyl avec ton matériel? Ça permet vraiment, d'ouvrir la discussion. Et aussi, ça permet aux intervenantes d'être plus confiantes quand faut reconnaître les signes d'intoxication. À tous les niveaux. Tu sais, pour nous, c'est pas un enjeu que les femmes reviennent intoxiquées. Donc, souvent, elles reviennent dans toutes sortes d'états, puis ça permet aux intervenantes d'évaluer à quel point la femme, on a besoin de faire des check-ups auprès d'elle ou non. Est-ce qu'il va falloir être plus attentive? Est-ce que sa situation se dégrade? Donc, voilà. Et aussi, une des choses qui est très importante, c'est d'être capable de pouvoir administrer de la naloxone. C'est quelque chose qu'on n'a
pas encore eu affaire à l'auberge, mais il y en a. Nous, on est sur 4 étages, donc il y en a à tous les étages avec les trousses de premiers soins. C'est vraiment quelque chose que, quand je suis arrivée, j'ai implanté pour être sûre que on n'attende pas qu'une situation comme ça se passe pour implanter, mais plutôt on prévient. Donc, on essaie vraiment beaucoup d'être dans la prévention euh, des, des comportements qui pourraient ou des événements qui pourraient mal se passer. Donc, voilà, pour moi, ça fait le tour au sujet de la formation qui est mise en place à l'auberge. Merci beaucoup, Joséanne. C'est très intéressant Merci. et très pertinent. Donc, on va passer à la prochaine présentation, mais je vais juste rappeler à tout le monde que vous pouvez ajouter vos questions dans la boîte de questions, puis on va retourner à vos questions à la fin de nos présentations d'aujourd'hui. Alors, on va passer à notre prochaine présentation. C'est Tracy et Melissa. Et maintenant, c'est à vous deux. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, ça a l'air génial. Merci beaucoup. Alors, bon après-midi tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, merci pour l'invitation au webinaire. On est honoré de participer avec vous et dans toute la communauté de pratique. Alors, dans les dernières 2 ans, on a travaillé avec plusieurs organismes à travers le pays. Et avec toutes ces connaissances, on a pu réduire les barrières d'accès dans nos hébergements. Et on est vraiment hâte de partager nos apprentissages avec vous aujourd'hui. Alors, moi, je suis Tracy et je suis la directrice de la Gaby House et ça fait presque 11 ans que je suis là et je suis Melissa Dills, je suis la gestionnaire des programmes et ça fait 12 ans presque que je travaille à Gaby House. Et maintenant, on va parler de qui nous sommes, c'est quoi notre histoire de réduction de méfaits à notre maison d'hébergement, c'est quoi les mesures prises jusqu'à présent, aborder nos préoccupations et expliquer où nous sommes en ce moment. Alors, qui nous sommes? Nous êtes en Steinbach, ça c'est le sud-est de Manitoba, et c'est une communauté qui est en train de vraiment grandir et on a beaucoup de nouvelles arrivants. Et c'est une place charmante et commence à devenir de plus en plus urbaine. Il y a cette mentalité qu'il n'y a rien de mauvais ou mal qui se passe à Steinbach parce que c'est plus tranquille, plus chill, toutes ces origines. Et là, notre communauté est très euh, religieux où il y a beaucoup d'organismes basés dans la foi. Alors, et nous, on a des lignes directrices de Manitoba. On a 4 salles, chambres à coucher, et puis on a des chambres plus grandes avec les lits plus dortoirs. Alors, on peut avoir jusqu'à 16 personnes individuelles, mais ça dépend de la famille. Des fois, on utilise aussi les hôtels pour assurer une sécurité. On est situé dans la ville de Steinbach. Nous offrons les services à tout le sud-est Manitoba et les autres zones rurales. On est là pour offrir une place pour rester, les services de conseil pour les personnes qui restent dans l'hébergement et aussi les services pour les personnes qui quittent l'hébergement. Et on offre de soutien pour les membres de notre communauté. On a des programmes pour les enfants et pour notre communauté. Il y a des groupes pour tout le monde pour s'impliquer. Notre mission, c'est d'offrir des services à toutes les personnes qui ont un vécu de la violence genrée. Alors, ça, c'est une petite histoire pour que vous compreniez mieux notre maison d'hébergement. Alors, notre historique de réduction de méfaits chez nous, nos lignes directrices, au début, c'était pas la réduction de méfaits. Avant, il y avait un règlement très strict de ne pas consommer ou utiliser les drogues. Mais puis, on a vu une augmentation avec la consommation, surtout avec cannabis, même si c'est pas les personnes ne sont pas permis à consommer le cannabis sur site. Maintenant, ils ont le droit de consommer, au moins ça, il n'y a pas des effets nuisibles sur notre hébergement et les autres personnes. Alors, nos politiques que nous avons, souvent des clients étaient demandés de
quitter la maison si on a vu que les personnes consommaient dans la maison d'hébergement. Mais puis on a vu que ça, c'est un obstacle à l'accès ou à la sécurité plus que non. Alors on a pu apporter ça à notre CA comme réflexion de pas changer nos pratiques. Alors, dans notre planification ou réflexion de plan stratégie, on a commencé de parler de réduction de méfaits, mais à ce moment-là, notre CA n'était pas prêt à mettre tout ça sur place. Alors, il y avait un peu de réticence au conseil d'administration. Alors, nos étapes, un aperçu, un peu maintenant notre organisation comprend mieux c'est quoi la réduction de méfaits. Alors, on a commencé le processus pour vraiment expliquer c'est quoi la réduction de méfaits. On a partagé ça avec notre CA. Et on a pu donner plusieurs formations. Il y avait des matériels de formation, alors il peut consulter peu importe. C'est les questions de réduction de méfaits, les politiques basées sur les comportements, les politiques internes de d'autres maisons d'hébergement et les enjeux des droits de la personne. On a pu partager les histoires et garder quand même la confidentialité pour parler de les expériences personnelles dans l'hébergement pour voir comment les politiques peuvent affecter les expériences et le travail qu'on fait. On a pu reconnaître et dire que oui, il y a une consommation de cannabis qui se passe et on veut assurer que tout passe dans les manières le plus sécuritaires que possible. Alors, tous nos personnels ont passé une formation de naloxone, et on continue à faire des formations pour mieux servir les personnes. Et on fait des formations continues à notre personnel et le CA pour assurer que tout le monde a la même base de connaissances. Quelques craintes qu'on avait avec le CA pendant nos discussions, c'était vraiment comme suivant. On est toujours en train de répondre à ces craintes. Et c'est vraiment la première priorité chez nous, c'est la sécurité des enfants. Alors, on veut assurer que les enfants sont en situation sécuritaire et c'est un défi parce que ça, c'est pour implémenter ça avec la réduction de méfaits. On essaie de voir c'est qu'est-ce que les politiques de réduction de méfaits et c'est quoi l'influence sur les personnes dans l'hébergement, mais aussi la communauté autour. Nous avons un grand terrain derrière nous et parce que le cannabis peut influencer d'autres personnes et des habitants. On veut un entreposage ces substances. On veut assurer que c'est sécuritaire pour assurer que les autres personnes, surtout les enfants, ne peuvent pas trouver cette cannabis. On a des contraintes d'espace. Notre espace est physiquement limité, alors peut-être d'avoir d'autres mesures de réduction de méfaits, des fois on a des difficultés. Et maintenant, on fait des ajouts et des changements de nos politiques pour essayer de mieux aligner avec les principes de réduction de méfaits. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, des enfants, c'est vraiment notre priorité principale. Nous avons eu des conversations avec les services à la petite enfance afin d'entreprendre des conversations des méfaits dans nos maisons d'hébergement. Notre objectif est de protéger les enfants tout en clarifiant les limites de l'espace, spécifiquement lorsque la consommation des parents pose des problèmes et requiert une intervention. Donc, on prend des petites étapes. On fait attention de prendre des petites étapes afin de s'assurer que le processus va à un rythme qui est réaliste pour l'ensemble de notre personnel, tout en priorisant la sécurité de tous et toutes. Dans nos dernières séances de planification stratégique au mois de juin, le Conseil était plus ouvert envers le modèle de réduction des méfaits. Nous tentons intentionnellement d'avoir des perspectives plus diversifiées dans notre CA. En ce moment, nous avons un travailleur social et des gens avec des formations politiques en ressources humaines. Ces personnes nous aident beaucoup à établir des politiques et des pratiques fructueuses.
Donc, pour résumer notre présentation, nous devons commencer par éduquer l'ensemble de notre communauté sur les bienfaits de la réduction des méfaits, tout en nous assurant de rester alignés avec la mission des organisations. Il est essentiel d'élaborer des plans de travail clairs, basés sur des données et engager des conversations transparentes avec toutes les parties prenantes dans une perspective de transparence. Nous devons aussi éclaircir quelles sont les pratiques prometteuses afin d'offrir la formation nécessaire pour une transition efficace, compte tenu des enjeux de consommation et de santé mentale. Nous avons besoin d'avoir des conversations intentionnelles, de réduire les silos afin de bénéficier de l'ensemble de l'expertise qui est présente dans notre communauté. Et voilà qui est tout pour nous. Merci beaucoup. Un grand merci, Tracy et Melissa. C'était une excellente présentation, très inspirante. Maintenant, avant d'aller à Tiffany, je vais vous rappeler que vous pouvez mettre vos questions dans la boîte de clavardage à n'importe quel moment. Il y a une section pour les questions et réponses. Et maintenant, à vous, Tiffany, on vous écoute. Oui, bonjour. Merci à mes prédécesseuses qui ont fait une excellente présentation. Mon nom est Tiffany. Je vais vous parler de réduction des méfaits dans notre programme familial à la maison de transition. Nous faisons partie d'un programme d'hébergement d'urgence. Nous avons 12 unités sur le site et nous hébergeons des femmes et des enfants victimes de violences domestiques ou en situation d'itinérance. Donc, c'est un peu la base de nos services. Et donc, comment cette aventure a-t-elle commencé pour nous? Eh bien, la formation, c'est vraiment essentiel. L'éducation populaire, mes deux prédécesseuses ont parlé de l'importance de la formation et de l'éducation, autant pour le conseil d'administration, pour le personnel et pour nos usagers, usagères. L'éducation, c'est vraiment la partie essentielle de notre travail. Et pour nous, ça commence par remettre en question les statu quo, avoir des conversations intentionnelles qui sont ancrées dans des systèmes de valeurs et dans ce qu'on veut vraiment faire pour soutenir les gens avec qui on travaille. Et cela, ça nous aide à promouvoir nos objectifs et nous avons aussi un peu une pratique d'essai-erreur. C'est comme ça qu'on a commencé le processus. Nous avons aussi un programme de maison d'hébergement de deuxième étape. Donc, nous avons commencé à faire un peu d'essais autour de la flexibilité autour de la consommation d'alcool dans les maisons d'hébergement de deuxième étape. Bien que nous ne sommes jamais été une organisation strictement contre la consommation, nous avons toujours clarifié qu'il était impossible de consommer sur le site. Par contre, maintenant, les substances légales sont permises. Donc, cela inclut la cigarette, l'alcool et les marijuana. Une partie de cette première étape, c'était d'offrir des fournitures de réduction des méfaits, donc de la naloxone, ainsi qu'un peu les tests de grossesse, les condoms. Nous tentions vraiment d'ouvrir notre esprit. Je sais que pour les besoins de ce webinaire, on parle davantage de consommation, mais nous tentons aussi de réfléchir plus largement à qu'est-ce que la réduction des risques et des méfaits, comment pouvons-nous ouvrir notre esprit à cette notion. Ensuite, notre pratique d'essai-erreur, nous offrons des fonds de 250 d'urgence pour nos usagères qui arrivent. Nous offrions également des produits ou des soutiens aux personnes qui étaient en situation de crise, mais nous avons trouvé qu'il était difficile de gérer les comportements dans cette situation. Donc maintenant, nous fournissons 15 d'argent d'urgence que les personnes peuvent utiliser comme ils le veulent, que ce soit pour acheter des cigarettes ou autrement. C'est un peu à leur discrétion. Et cela ouvre la place au dialogue autour des plans de sécurité avec les usagers, usagères. Les usagères peuvent avoir accès au cabinet de réduction des méfaits. Ils ont une clé, donc ils n'ont pas besoin d'avoir demandé à un membre de l'équipe. Ils peuvent y avoir accès sans
demandé, mais puisque nous avons des enfants sur les lieux, nous nous assurons que la porte demeure barrée et nous surveillons qu'elle le demeure. Et cela aide à réduire la stigmatisation et les obstacles d'accès pour les usagers et usagères et ça l'aide à ouvrir la porte à en parler davantage puisque ça lance le message qu'on est à l'aise avec la réduction des méfaits. Et puis, la pandémie de la COVID a accéléré les choses pour nous. Nous en étions à une pratique d'essai-erreur. Nous essayions d'apprendre, mais la COVID nous a vraiment propulsés vers la création d'unités individuelles. Et bien que nous n'étions pas axés sur l'abstinence jusqu'à ce moment-là, les nouvelles unités nous ont ouvert la porte à davantage de changements. Et puisque tout le monde a accès à son espace individuel privé, nous avions l'occasion de réfléchir à l'intégration de l'alcool et de la marijuana sur les sites de façon un peu plus discrète. Et donc, chacune des unités ici comporte une chambre, une salle de bain, une cuisine et un salon. Donc, tout le monde a un peu un petit micro-appartement à soi-même. Et donc, lorsque les personnes ont envie de consommer sur site, ça leur aide à avoir un meilleur contrôle de leur processus décisionnel. J'ai travaillé avec plusieurs personnes qui sont survivantes de violences domestiques et beaucoup de ces personnes-là n'ont pas eu de contrôle sur l'ensemble de leur vie pour longtemps. Et je sais que tout le monde ici est adulte et peut-être que ça va être votre choix de consommer un verre d'alcool ou de consommer des substances qui vous font du bien après une journée difficile au travail. Et donc, nous tentons de réfléchir à comment redonner leur agentivité aux personnes dans leur vie quotidienne. Donc, c'est un peu une décision qui a motivé, en fait, c'est un peu là-dessus qu'on se basait pour avoir plus de flexibilité sur la consommation dans les unités individuelles. Donc, c'est une augmentation du choix personnel. Et en termes de comportement et des inquiétudes, nous n'avons pas vraiment vu une augmentation des comportements problématiques depuis que nous avons entamé cette transition. Permettions ou non, c'était déjà le cas que les gens consommaient dans leurs unités. Donc, lorsque nous avons permis que ce soit fait de façon transparente, ça a juste ouvert la porte à plus de communication, plus d'intervention et plus de conversations de fond. Et maintenant, bien que Josiane, comme vous le disiez, l'éducation du personnel, la formation est très importante. Une autre excellente façon d'éduquer notre personnel, c'est de les mettre en contact avec les usagers et usagères parce que chaque personne a ses propres besoins, ses propres méthodes de consommation, les leçons qu'elles ont apprises d'expérience. Donc, nous avons besoin d'avoir notre propre connaissance expérimentale, notre propre savoir, mais plus on a de communication et d'échange de fonds avec nos usagères, ça nous aide à avoir des plans de sécurité et des plans de modification des comportements qui sont orientés vers le meilleur soutien possible qu'on peut leur donner. Nous avons aussi un programme de formation où tous nos nouveaux employés, nouvelles employés vont se familiariser avec le cabinet de réduction des méfaits. Nous avons aussi un numéro d'appel d'urgence pour les risques de surdose. Nous avons aussi offert des kits de dépistage des drogues. Ça fait partie des choses que nous fournissons dans le contexte de notre travail et nous offrons aussi le soutien d'une équipe de soutien en tant qu'incident critique. Donc, c'est un service qui est disponible dans notre région. Donc, si jamais nous avons un incident, on peut leur offrir ou les réorienter vers un hébergement spécialisé en consommation, toxicomanie. Et donc, puisque nous travaillons ensemble et nous comprenons bien les spécialités de chaque organisation, nous n'avons pas besoin de revenir là-dessus constamment. Et maintenant, nous avons aussi ouvert nos portes aux animaux de compagnie en tant qu'une autre approche de réduction des méfaits. Certaines personnes disaient qu'ils ne voulaient pas quitter leur relation violente parce qu'ils ne voulaient pas laisser leur animal derrière. Donc maintenant, nous avons des animaux, nous avons des hamsters, des chats, des chiens, un lézard. Nous avons toutes les sortes de vies et d'animaux dans notre refuge, dans notre maison d'hébergement. Et donc, oui, c'est très aidant parce que beaucoup de personnes comptent sur leur animal de compagnie comme mécanisme de défense, comme leur système de soutien, considèrent leurs animaux comme une partie de leur famille et ne laisseraient jamais un membre de leur famille derrière.
Donc, voici les nouvelles pratiques de réduction des méfaits que nous tentons d'implanter en ce moment. Je dirais que, bien sûr, nous avons eu tous les éléments un peu épeurants dont vous parliez, Tracy, en termes de sécurité des enfants et toutes ces inquiétudes, bien sûr, légitimes. Bien sûr, nous avons eu des petits défis ici et là, mais nombreux de ces défis seraient apparus de toute façon et je crois que ça a été une transition très positive pour nous. Et bien sûr, je suis ouverte à entendre toutes vos questions dans la salle si vous en avez. Merci beaucoup. Merci, Tiffany. C'est génial de vous entendre sur ce sujet. Nous allons garder les questions jusqu'à la fin, mais nous avons une question spécifique. Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler dans quelle région vous êtes situé? Oui, bien sûr, je suis dans la région de l'Ontario, ni en région rurale, ni en région urbaine. C'est un peu une communauté de taille médium qui donc, en fait, c'est un peu une organisation mixte. Oui, super, merci beaucoup. Et je vois d'autres questions aussi, mais je vais garder les plus grosses questions pour la fin, si vous me OK, permettez. donc notre prochaine présentation, c'est Manon. Vas-y. Donc, désolée. Première expérience avec un casque et un micro. Manon, nous sommes situés à Sainte-Anne-des-Monts, au Québec, en Gaspésie, à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, ici, l'automne, c'est magnifique. Les couleurs sont super belles. Je suis intervenante à l'accompagnement à la défense des droits au Centre Louise Amélie, qui est une maison d'hébergement pour femmes violentées et leurs enfants. Nous sommes un 24/7, donc nous accueillons, notre mission première est d'accueillir les femmes dans un contexte de violence conjugale, mais nous offrons aussi du répit, du dépannage. Et tout récemment, nous avons mis en place un espace hybride pour accueillir ces femmes qui sont dans un état de consommation quelconque. Moi, je suis à l'emploi ici depuis une quinzaine d'années. Ici, je me souviens bien, au début, toute consommation était une tolérance zéro. Donc, lorsqu'une femme arrivait dans un état d'ébriété ou de consommation de drogue, on lui demandait de retourner et de revenir lorsqu'elle serait plus apte à accueillir la maison. Et je vous dirais que depuis peut-être 3-4 ans, on s'est questionné, on s'est penché beaucoup sur ces femmes qui ont inévitablement un lien entre ces victimes de violences conjugales et leur consommation. Hein. Souvent, c'est pour pallier à cette douleur interne. Donc, on a commencé à les accueillir dans nos espaces, dans les espaces déjà spécifiques à elles. Mais on vivait une certaine problématique de pourquoi elle, pourquoi pas moi, pourquoi que elle peut être en hébergement dans un état avancé d'alcool ou de drogue, et puis qu'on interdit à une autre de consommer. Et c'est pour ça que la chambre hybride, l'espace hybride est venu pallier à ce questionnement-là et à ce besoin de mettre aussi une sécurité autour de cette femme-là. Donc, nous avons aménagé. Léa, tu peux présenter? Nous avons aménagé un espace qui est au départ un bureau, un espace bureau qui, je suis présentement dans cet espace-là, un espace bureau qui est un lieu d'accueil, qui est un lieu d'entrevue,
lorsqu'il n'y a pas de femmes, lorsque l'espace n'est pas utilisé par une femme intoxiquée. Et lorsque cette femme, lorsque cet espace est occupé, elle devient notre chambre, notre espace de réduction des méfaits. L'aménagement a dû être pensé et repensé. Donc, c'est un lit escamotable qui a été pensé, qui a été aménagé. Tout ce qui est non essentiel dans une chambre a été enlevé. Donc, la femme qui arrive ici n'a aucun bagage. Tous ses bagages, sa consommation est mise sous clé. La chambre est utilisée pour environ 12 heures. Elle est adjacente au bureau des intervenantes, donc l'intervenante pourra à tout moment avoir accès à l'espace et avoir accès, bien sûr, à la femme qui l'occupe. Il y a des rondes qui vont être faites aux heures. Il y a une porte qui donne accès à l'extérieur si elle veut aller fumer. Durant ces 12 heures-là, elle n'aura pas accès à la maison en tant que telle. Donc, elle ne sera pas en contact avec la clientèle qui est déjà en hébergement. Suivant ces 12 heures-là, si la dame souhaite demeurer en hébergement, à ce moment-là, elle aura accès à la maison d'hébergement. Elle sera retransférée dans une chambre qui est à l'étage de la maison d'hébergement. Et bien sûr, on a dû aussi, au travers de tout ça, modifier notre fiche d'accueil. Modifier, ou je dirais plutôt simplifier la fiche d'accueil lorsqu'on accueille une femme en hébergement ici. La fiche d'accueil, dans le fond, qui comporte 4 pages, une fiche d'accueil normale, a été simplifiée à seulement quelques questions. Bien sûr, si la femme arrive accompagnée soit d'un policier ou soit d'une intervenante d'un organisme externe, c'est intéressant à ce moment-là de questionner la policière, le policier et l'intervenante, à savoir qui elle est, d'où elle vient, est-ce qu'elle a une adresse, en cas d'urgence qui on peut contacter, et quelles sont les substances qu'elle consomme habituellement. Si cette femme-là arrive seule, à ce moment-là, on lui demande son nom, on lui demande une personne en cas d'urgence à contacter, et c'est pas mal tout ce qu'on a besoin de savoir pour l'instant. Si elle décide de demeurer en installation, bien sûr, à ce moment-là, il y aura bien sûr la fiche d'accueil qui est comme essentielle avec tout le passé un petit peu de la dame et tout ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle a l'intention de faire durant son hébergement. Et ces femmes-là, lorsqu'elles sont en hébergement régulier, elles ont accès à la maison entre 0 et 3 mois. Mais pour la chambre de réduction des méfaits, on considère qu'entre 8 et 12 heures, c'est comme assez raisonnable pour cette femme-là, pour qu'elle ait le temps de se remettre un peu sur pied. C'était tout pour moi. Merci beaucoup, Manon. C'est très intéressant et c'est intéressant de voir les photos aussi. Super. Voilà qui nous amène à la fin des présentations. Donc, merci encore, Joséanne, Mélissa, Tracy, Tiffany, Manon. Nous avons encore beaucoup de temps pour parler des questions. Donc, je vais commencer par vous poser les questions qui ont été envoyées dans la boîte de clavardage, mais je vous encourage à continuer d'envoyer vos questions parce que nous avons clairement le temps d'en parler de toutes vos questions. Donc, pour commencer, nous avons une question de Melissa et Tracy. Vous avez parlé
des échanges que vous avez avec les services sociaux à la petite enfance concernant vos services et programmations pour les enfants. Donc, je me demandais si vous vouliez nous parler davantage de votre point de vue sur le service sociaux de la petite enfance. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à l'approche de réduction des méfaits lorsqu'on fait affaire avec ces organisations? Oui, Tracy, je t'invite à contribuer quand tu veux. Nous avons eu seulement des conversations préliminaires pour l'instant. Nous n'arrivions pas à avoir une réponse claire, mais ça dépendait beaucoup de l'âge de l'enfant en question. Elle disait qu'elle ne pouvait pas nous donner un âge fixe qui serait considéré comme étant approprié pour la consommation de ces individus dans le refuge ou dans la maison d'hébergement. Mais bon, la priorité principale, c'est que la personne, l'enfant en question, ne manque pas de soins. Nous préférons bien sûr avoir des usagers, usagères qui sont à jeun, mais bien sûr, on comprend que c'est des questions légales et ça dépend donc du fonctionnement du parent, de l'enfant, de son âge, etc. Donc, c'est aussi des questions d'entreposage. On veut s'assurer que le cannabis, par exemple, soit bien entreposé de façon à ce qu'il soit inaccessible à l'enfant. Tracy, est-ce que j'oublie des choses? Oui, je crois que tu as fait le tour des points principaux. Euh, je crois qu'il y a aussi des réflexions quant au taux de tolérance, au comportement. Euh, donc, on veut s'assurer que les parents puissent continuer de respecter leurs obligations sous l'effet de la consommation. Donc, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas, en fait. Oui, bien sûr, nous tentons toujours de faire bien attention lorsqu'il est question d'évaluer les risques, mais nous avons l'intention d'avoir davantage de conversations avec nos agences locales, nos organisations locales, afin de mieux voir comment est-ce qu'on peut implanter ces politiques dans nos maisons d'hébergement, parce qu'on sait que il y a des pratiques qui peuvent nous permettre de soutenir les enfants sans nous mettre dans une situation fâcheuse et en offrant le soutien. Et bien sûr, lorsque les personnes vivent de façon indépendante, comment est-ce qu'ils entreposent leurs substances, comment ils s'assurent est-ce que leurs enfants restent en sécurité, qu'on prend bien soin d'eux, etc. Super, merci beaucoup. Et je vais juste noter qu'il y a des gens qui envoient des commentaires dans la boîte de clavardage aussi. Donc, si jamais vous avez envie de répondre, allez-y. Il y a quelqu'un qui dit dans le clavardoir que leur réaction, en fait, que leur formation auprès des usagers et usagères inclut des formations en sanitarisation, donc comment nettoyer les fluides corporels, s'assurer que le visage, les mains, les vêtements restent propres et on ajoute donc cette formation à l'intention de tous les usagers et usagères au centre. Donc, prochaine question s'adresse à Tiffany. Vous avez mentionné des kits de dépistage des drogues et j'aimerais en savoir davantage sur comment fonctionnent ces kits de dépistage. Oui, donc, par exemple, pour le fentanyl, nous pouvons tester pour différentes substances. Donc, par exemple, si quelqu'un veut consommer de la cocaïne, on peut prendre un petit échantillon de la drogue qu'on veut consommer afin de voir si la coke a été coupée avec du fentanyl. Il y a bien sûr du matériel éducatif à ce sujet. Ce n'est pas un système sans faille. Et je crois que on, on peut faire la métaphore de la pâte à biscuits au brisure de chocolat. Donc, on peut prendre toute une bouchée de pâte à biscuits, de brisure de chocolat et ne pas trouver de chocolat. Et donc, c'est un peu la même chose avec les tests de dépistage pour fentanyl. Ce n'est jamais 100% garanti, mais c'est mieux de le faire que de ne pas le faire. Josiane, n'hésitez pas à commenter si j'ai manqué des informations. Donc, la prochaine question est adressée à l'ensemble du groupe. Ça n'est pas adressé à personne en spécifique, mais il y a quelqu'un qui se demande quelles sont vos obligations légales et vos responsabilités si jamais il y a une surdose létale d'une de vos usagères ou usagères alors que vous n'étiez pas au courant potentiellement que la personne avait des drogues illicites ou des substances illicites sur elle. Qu'en est-il des responsabilités légales en cas de décès?
Et si personne n'a de réponse pour cette question, je vais mettre un lien dans la boîte de clavardage qui vous mènera au lien d'enregistrement pour notre prochain webinaire parce que c'est le sujet de notre prochain webinaire, donc les surdoses et les incidents de ce type. Et je sais que les présentatrices de la semaine prochaine ont de l'expérience avec ce type d'incident également. Donc, je vous encourage, si ça vous intéresse, à vous inscrire pour le prochain webinaire. Stéphanie, est-ce que vous vouliez répondre? Oui, je ne crois pas être en mesure de répondre complètement à la question, mais je dirais que les maisons d'hébergement vivent des problèmes de surdose et de surdose létale dans les maisons d'hébergement et ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on voit. Donc, il y aurait des répercussions légales pour les maisons d'hébergement en question. Je crois que c'est une question de réalité, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont consommer, qui ont des enjeux de santé mentale, qui sont suicidaires. Oui, nous avons une certaine responsabilité légale, mais nous ne pouvons pas empêcher le ciel de tomber sur nos têtes, en gros. Donc, je vais m'en tenir à ça, mais je vous encourage beaucoup à vous inscrire à la séance de webinaire de la semaine prochaine. Merci beaucoup. Il y a une question ici concernant la formation et les détails de formation en réduction des méfaits et qui offre cette formation. Et peut-être qu'on peut faire le tour des panélistes. Et je sais qu'on en a déjà un peu parlé dans le webinaire, mais cette formation, en fait, nous avons déjà eu un webinaire qui parle des formations et ça a été enregistré. Donc, si vous voulez l'écouter, je vous encourage à le faire. Mais pour l'instant, peut-être faire une table ronde. Qui offre cette formation? Comment offrez-vous cette formation? On peut aller à Tiffany, Manon, Tracy, Manon. Et donc, peut-être pourriez-vous nous parler rapidement de comment vous vous y prenez. Josiane, veux-tu décrire dans un peu plus de détails comme la formation, comme pas la formation que vous offrez, parce que vous avez déjà décrit ça, Oui, mais qui le présente, puis est-ce qu'il y a d'autres formations que vous ajoutez à ça? Dans le fond, c'est moi qui offre la formation. Moi, j'ai un background, j'ai un certificat en toxicomanie et j'ai travaillé 5 ans en service d'injection supervisée. Donc, j'ai quand même un background en dépendance qui fait en sorte que j'ai les connaissances pour donner cette formation. Après, nous, on a des centres d'accès de matériel d'injection et d'inhalation qui donnent ce type de formation-là. Donc, souvent, c'est dans des organismes communautaires qui font de l'échange de matériel. Ils ont des programmes de formation, surtout en réduction des méfaits, en toxicomanie 101, pour offrir dans les organismes communautaires. Mais sinon, c'est moi qui offre la formation naloxone et injection sécuritaire parce que ben, c'est ce que je faisais avant d'être coordo. Donc, voilà. Merci. Alors, Melissa et Tracy, est-ce que vous pouvez parler de vos formations données sur la réduction de méfaits? Alors oui, on est juste en train de commencer de pratiquer, introduire réduction de méfaits. Nous, on a donné quand même tout au début les formations de naloxone à tout notre personnel. Et des fois, c'est juste à Croix-Rouge ou des hôpitaux. Il y a plusieurs places qui l'offrent et souvent, le naloxone, c'est gratuit. Alors, on peut le partager. Et ces formations sont aussi gratuites. On a un 3.1 présentation et c'est avec le réseau de réduction de méfaits à Manitoba. Et nous, on va donner cette formation à tout notre personnel. Et on essaie de participer à des webinaires sur la dépendance ici et là. Et nous, c'est vraiment bon parce que quand on a des enjeux critiques, on a des bons contacts dans le gouvernement local, Manitoba, et nos bailleurs de fonds vont assurer que notre personnel et nos clients peuvent avoir accès au soutien rapidement. Et ça fait un gros partie de cette réseautage important.
Tiffany, est-ce que vous pouvez parler de votre formation? Alors oui, nous, c'est aussi semblable. On a utilisé une ressource communautaire et on a pu enregistrer la formation même, parler c'est quoi un seringue, c'est quoi l'aiguille, c'est quoi l'eau propre à utiliser, c'est quoi tous les éléments qu'on trouve dans cette trousse de euh, matériel plus sécuritaire. On a pu l'enregistrer, tout le monde peut réécouter. Um, ont- le- on a un Ontario Interval House et sur leur site web, ils ont les formations de traduction en effet, alors on utilise et on a aussi une personne comme Josiane qui travaille chez nous qui peut venir et nous donner des formations spécialisées parce qu'on a ces ressources locales avec les personnes qui ont cette expérience. Alors, Josiane, est-ce que vous avez une naloxone qui est utilisée par injection ou un qui est inhalation? J'ai les deux. Quand je suis arrivée, puis là, ça pourrait faire débat. Moi, j'aime beaucoup l'injectable avant l'inhalable, puis c'est ce que je dis à quand je donne la formation. Sauf que l'injectable est très difficile à faire. Donc, ce que je dis souvent, c'est donner en premier le nasal. Comme ça, tu t'achètes un 3 minutes parce que c'est 3 minutes entre chaque dose. Donc, donne un push nasal. Tu as 3 minutes pour essayer de faire ta seringue. Parce que c'est pas démontré, mais dans pas démontré parce qu'il n'y a pas d'études sur le fait qu'on met les gens en overdose puis on voit si le nasal et l'injectable, quel est le plus rapide. Mais l'injectable a plus d'effet que le nasal. Le nasal, souvent, les gens qui vont consommer par sniffer, toutes les parois nasales vont avoir été affectées, ce qui fait que l'absorption est vraiment moins bonne que l'injectable. C'est pour ça que dans la formation, je priorise d'apprendre à faire injecter, sauf que c'est vivement qu'ils fassent ça en épipène pour que ça aille plus rapidement. Mais c'est une question de coût. Voilà. Merci pour la clarification. Pour nous, ça a vraiment aidé. On a compris que nos personnels sont beaucoup plus à l'aise avec le inhalant ou nasal, mais on sait que c'est moins peut-être efficace des fois. Alors, c'est vraiment intéressant que vos pratiques. Manon, est-ce que vous voulez décrire la formation que vos intervenants reçoivent? Est-ce que c'était une question? Oui, une question pour Manon. Je donne à chaque personne l'opportunité de décrire la formation que vous offrez à votre maison pour vos intervenants. Oui, ici, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, ici à Saint-Anne-des-Monts, le personnel a été formé pour l'injection au naloxone. Nous sommes en pourparlers avec le CI3S pour essayer de voir avec la maison L'Escale pour une petite formation là, sur les drogues et les substances qui sont propres à notre territoire. Merci. On va changer un peu notre conversation. Il y a eu beaucoup de discussions sur les animaux de compagnie. Et Tiffany a mentionné comment vous faites la gestion de ces animaux et avec les allergies et d'autres enjeux de même, car on a assez. So, ça, c'était un peu un des bénéfices d'avoir les plus petites unités ou les micro-appartements parce que le monde a leur propre espace physique et puis ces animaux de compagnie restent dans l'appartement et ils sont moins dans les corridors. On a un courant en arrière pour les chiens.
Et c'est pas si différent que comme si vous habitez dans un appartement et votre voisin a un chien ou quelque chose. Parce que si vous êtes dans votre propre appartement, peut-être vous allez croiser dans le corridor seulement, mais alors c'est vraiment les chambres ou les appartements personnalisés où les chiens peuvent rester, où les animaux de compagnie restent. Et il faut avoir les animaux sur un laisse quand ils promènent, évidemment. On ne peut pas avoir les animaux agressifs. Oui, on va faire un jugement des comportements pour les animaux aussi et les personnes qui fréquentent. Est-ce que l'animal est approprié? Est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que c'est un animal sécuritaire? Et tout ça, on va faire la même évaluation. Et oui, je vais vous encourager à regarder dans la boîte de clavardage, dans le chat, parce qu'il y a plusieurs participants ont partagé leurs expériences personnelles pour les enjeux des animaux dans leur centre d'hébergement. Je pense qu'on avait une présentation que vous avez parlé, Melissa, avec votre CA. Alors, comment est-ce que vous avez pu partager, si les personnes veulent voir l'information que vous avez donnée à votre CA, oui, oui, je l'ai envoyé à ton courriel. Alors, vous l'avez et vous pouvez partager cette formation avec tout le monde qui le désire le recevoir. Alors, moi, je vais mettre mes coordonnées dans le clavardage à la fin de la présentation et je peux vous partager les présentations, l'enregistrement, etc. Alors, tous les personnes ici qui sont intéressées de recevoir plus d'informations, s'il vous plaît, prenez mon courriel en note et on va faire un suivi. On avait une prochaine question que je voulais poser. Il y avait quelqu'un qui demandait si Joséanne, si vous partagez vos formations à d'autres personnes, d'autres organismes en ligne, est-ce que les... Je pense que vous avez envoyé votre message à juste à nous, les animatrices, pas à tout le monde, mais euh, Oui, ben c'est une formation que je donne à l'auberge. Après, c'est mon contenu, je peux toujours le partager, ça me dérange vraiment pas. Là, c'est juste, faut être à l'aise à donner le contenu. Moi, j'ai, je le donne surtout dans le cadre de mon travail en tant que coordonnatrice, euh, pas à l'extérieur nécessairement. C'est pas une option qui est pas possible, mais c'est toujours qu'il faut regarder avec mon horaire du temps. Mais j'aime beaucoup ça, parler de toxicomanie, donc ça me dérange vraiment pas. Mais c'est aussi une formation que je donne juste en français. Mon anglais, vous aurez vraiment moins de contenu si je donne cette formation en anglais que si je la donne en français. Donc voilà. Merci, Joséanne. Et il y a beaucoup de personnes dans le clavardage a dit qu'ils trouvent cette information très pertinente. Alors, quand je partage l'enregistrement, je vais partager les coordonnées pour les personnes qui sont confortables, le résumé des différentes formations, qu'est-ce qui existe comme ressources pour partager les ressources le plus possible. Alors, j'ai pas d'autres questions dans notre petite boîte de questions-réponses. Par contre, on va donner une chance à les personnes qui peuvent rajouter des questions ou des commentaires dans la boîte. Alors, c'est vraiment le moment. Si vous avez une dernière question, commentaire, c'est un moment de le mettre. Et pendant que les personnes réfléchissent pour à d'autres questions, je vais rajouter dans le clavardage, ça c'est à notre site web et les prochains webinaires. Alors, on a un webinaire, la prochaine, c'est sur les surdoses et des enjeux critiques, toute cette responsabilité juridique et tout ça, on pourrait en parler. Et puis, la dernière, c'est avec les enfants et peut-être de travailler avec les DPJ, des différents services de protection à l'enfance et c'est quoi les enjeux dans nos centres d'hébergement ou maisons d'hébergement comme ça. Alors, je ne vois pas d'autres questions, juste un... Oui, il y a toujours des questions qui arrivent quand je commence à faire la clôture. Alors, je vais partager la question, c'est ouverte à toutes. C'est quoi vos expériences avec le personnel quand vous allez commencer de faire des changements à vos politiques à l'interne? Comment est-ce que votre personnel a pu adapter, intégrer
n'importe qui veut se lancer peut commencer à répondre. Tiffany? Moi, je dirais c'était vraiment une réponse mélangée. Il y avait certaines personnes qui avaient beaucoup d'énergie, étaient passionnées par la réduction de mes filles, pensaient vraiment que c'était la bonne chose à faire. Et il y avait d'autres personnes qui étaient plus craintives, elles savaient moins. Je pense qu'un des grands enjeux, c'était la connaissance. Ils ne se sentaient pas à l'aise de parler des outils de réduction de méfaits, tout ça. Alors, ils ne savaient pas comment expliquer, ils ne savaient pas euh, être semblant d'être une personne employée qui connaissait pas les enjeux. Alors, on pensait le côté éducation, formation, apprentissage, c'est toujours important. Il n'y a pas de mauvaises questions, d'encourager les personnes à poser des questions, de continuer de faire les formations le plus que possible. Aussi, avec les kits de naloxone, on fait les formations de premiers soins. Alors, ça fait partie de la formation de naloxone. Et on a une chance de partager les expériences et les personnes peuvent parler de leur propre expérience et on essaie d'approprier l'information le plus possible. Alors, c'est quoi notre clientèle, c'est quoi l'usager, comment est-ce qu'on peut bien leur servir. Par contre, si les personnes sont honte, s'ils sont stigmatisés et il y a plein de frontières qui ne peuvent pas être transparents et vraiment partager c'est quoi leur vie, leurs enjeux, on ne peut pas bien leur aider. Alors, quand vous commencez à poser ces questions de valeur, parce que le personnel veut aider les personnes qui fréquentent les services. Alors, et là, quand on a pu creuser dans ces conversations de valeur, comment mieux aider les personnes, on a pu ouvrir cette question que le monde était plus ouvert à apprendre encore plus et déstigmatiser. J'espère que ça a aidé un peu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui aimeraient répondre à cette question? Comment vous avez pu changer les idées des personnels? Oui, nous, on a eu des expériences semblables. Pour nous, c'était assez la même. On est vraiment juste aux premières parties de cette décision. Ça avance tranquillement. On veut pas aller trop rapidement. On prend notre temps pour laisser le temps pour que les personnes fassent des erreurs, aient le temps d'apprendre, approprier toute cette information. C'est une grande transition. Et on veut bien reconnaître que ça prend le temps, que ça soit approprié et que tout le monde soit à l'aise avec ce processus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voulaient s'exprimer sur ce sujet? Moi, je peux dire que pour ma part, à l'auberge, ça va faire 5 ans que je suis là. Avant que j'arrive, l'auberge était déjà dans une approche de réduction des méfaits. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai été travailler à cet endroit. Par contre, je pense que j'ai amené beaucoup d'outils parce que je savais comme les besoins des personnes qui consommaient parce que quand je suis arrivée, ils commandaient du matériel, des seringues, mais ils savaient pas ce qu'ils commandaient, puis j'étais comme non, 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 c'est pas, vous avez oublié de commander des garrots, on va commander des petites boîtes noires, pas des grosses, parce que des petites, ça permet de faire des petits sacs individuels. On va commander des pipes à crack aussi. T'sais, on va commander ce type de condom-là. Pas besoin de condom non lubrifiant, ça sert à rien. Donc, ça permettait on avait des outils, mais les outils étaient un peu mal utilisés. Donc, j'ai donné de l'information pour qu'on soit capable d'être mieux outillé puis d'utiliser ces outils-là de façon pertinente. Parce que, je veux dire, on a 500 condoms non lubrifiés puis on les passera jamais parce que on utilisait ça quand on n'avait pas de garrot de la santé publique. Maintenant qu'on a des garrots de la santé publique, on n'a plus besoin de condoms non lubrifiés. Donc, c'est ça. Quand on ne sait pas ce qu'on commande, on commande tout, mais c'est pas tout qui est utile. Donc, voilà. Merci beaucoup. Il y a une autre question ici et c'est spécifiquement à l'intention des gens qui ont mentionné
qui ont passé d'une politique de tolérance zéro ou d'abstinence à l'intégration d'une perspective en réduction des risques. Et donc, il y a quelqu'un qui voulait savoir combien de temps ça a pris cette transition, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette transition-là. Donc, Tracy, je crois que vous travaillez dans un endroit qui fonctionnait sur une logique de tolérance zéro. Voulez-vous nous parler de la transition? Oui, ben c'est très lent. Nous sommes partis d'une politique de tolérance zéro. Nous tendons de donner un peu plus de flexibilité à cette politique, mais ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. On doit s'assurer que l'ensemble de l'équipe est d'accord, que l'éducation, la formation de l'équipe est présente, que les organisations partenaires sont impliquées, qu'on a la bonne information sur comment procéder de la façon la plus sécuritaire possible. Donc, il y a tellement de choses à prendre en compte. Peut-être que ça prend un peu plus de temps que ça pourrait prendre, mais puisque nous sommes une petite organisation, nous avons beaucoup de dossiers à gérer et souvent, on ne peut pas se concentrer sur seulement un élément. Hein. Dans les maisons d'hébergement, on touche à tout. Il y a beaucoup de choses à réfléchir en même temps. Et je crois que moi, ça va prendre, de mon avis personnel, ça va prendre entre 3 et 4 ans pour vraiment faire une transition complète. Oui, c'est toujours en cours de débat. Je veux dire, depuis que nous sommes embauchés au centre d'hébergement Agapé, c'est vraiment nous deux, en fait, moi et Tracy, qui poussons ces conversations dans notre équipe. Thank you. Maintenant, pourrez-vous répondre à ces questions aussi en termes de comme la durée de changement à votre centre? Maintenant, je ne sais pas si vous m'entendez, mais il y a quelqu'un qui a demandé comme combien de temps ça prend pour évoluer vers une approche de réduction de méfaits. Donc, si vous m'entendez, je ne sais pas. Donc, je crois que nous avons peut-être un petit problème technique, donc on va passer à la prochaine question. Donc, il y a une question qui vous demande, est-ce que vous pensez à collaborer avec des infirmières ou des professionnels de la santé dans le cadre de votre programme en réduction des risques? Est-ce que il y a du personnel professionnel qui fait partie de votre équipe en termes de réduction des risques? Oui, nous avons eu des infirmières du réseau de la santé publique qui nous ont montré leur modèle de réduction des risques à leur clinique. Ils ont des objets et des ressources à nous partager. Donc, oui, nous collaborons avec elles à ce niveau-là. Je suis quand même d'accord. La réduction des méfaits, c'est quoi que ce soit qui aide à réduire les risques. Hein? Donc, l'accès à de l'équipement sanitaire, mais aussi un espace pour parler des symptômes, des impacts, des bénéfices, des répercussions de l'utilisation de telle ou telle substance. Et donc, d'avoir quelqu'un de confiance avec qui parler de tout ça, c'est aussi une bonne occasion de faire un dépistage pour les maladies sexuellement transmissibles qui peuvent aussi être un autre élément de risque. Donc, chacune de ces étapes sont reliées à la consommation de substances ou juste au maintien de la bonne santé de la personne, mais de toute manière, on est encore dans un contexte de réduction des risques. Merci beaucoup. Oui, Josiane? Si je peux ajouter aussi, c'est que c'est important de bien choisir les partenaires qu'on prend, surtout au niveau institutionnel parfois, parce que la définition de la réduction des méfaits, des fois, n'est pas la même au niveau du CIUS, du réseau de la santé et du communautaire. Donc, nous, on est arrivé avec une infirmière qui vient aussi à l'auberge plutôt que les personnes se rendent à elle parce que quand elle demande aux femmes d'aller à sa clinique, les femmes se rendent pas. Donc, je pense que c'est aussi important d'être capable d'avoir des services qui viennent à l'intérieur parce que souvent les personnes, surtout les personnes qui consomment des drogues de façon active, le réseau de la santé est plutôt
les expériences ont souvent été très, très, très négatives et pourtant, il y a énormément d'enjeux d'enjeux de santé qui sont associés, les abcès, surtout, donc qui doivent être traités. Donc, c'est ça, d'être capable d'avoir du personnel qui se déplace et qui, je pense que c'est Tiffany qui parlait des intervenants dans le non-jugement, mais je pense qu'aussi les infirmières dans le non-jugement et de pas prendre ce temps de soins-là pour dire hey, il faudrait que tu arrêtes de consommer, mais plus de prendre pour ouvrir la discussion parce que sinon après les gens ne retournent pas se faire soigner chez ces gens, chez ce personnel-là. Donc, mais définitivement, c'est important d'avoir une équipe multidisciplinaire parce que l'être humain, c'est multidisciplinaire. Ouais, merci beaucoup tout le monde. Je ne vois plus d'intervention dans la boîte de clavardage. Je vais vous envoyer un petit formulaire de satisfaction pour recueillir vos commentaires. Si vous avez envie de nous partager vos commentaires, vos impressions, si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez aborder lors d'autres webinaires, n'hésitez pas à nous en parler. Et pour terminer, je voudrais remercier Josiane, Tiffany, Melissa, Tracy, Manon. C'était des présentations tellement importantes, tellement instructives. Merci beaucoup de votre participation. Je veux aussi remercier nos interprètes qui se sont assurés de l'accessibilité linguistique de cette présentation, ainsi qu'à Sophie qui est dans la salle, qui a mené la communauté de pratique et qui a beaucoup travaillé à instaurer ces webinaires également. Donc, merci à vous, Sophie. Et bien sûr, je veux remercier chaque membre du public. Vous avez posé d'excellentes questions et nous n'aurions pas pu avoir un échange aussi riche sans votre participation. Donc, merci beaucoup à tous et toutes de votre participation aujourd'hui. N'hésitez pas à remplir votre formulaire de satisfaction. Nous avons très hâte d'entendre vos commentaires et on espère vous retrouver la semaine prochaine, sur les méthodes d'intervention en situation de surdose et de consommation de substances illicites. Donc, merci. See you soon. Bye.